c'est notre première grande réunion publique, même si vous êtes déjà venus nombreux, la première que nous avons faite. Ce soir, nous allons vous présenter à la fois le projet de manière beaucoup plus détaillée que la première fois, et puis je vais vous présenter tous les colistiers, et notamment ceux qui vont avoir en charge un certain nombre de dossiers déterminants pour la ville. Alors, juste, je vais me présenter peut-être un tout petit peu. Donc moi, je suis Pascale Mathieu, ça fait 20 ans que j'habite sur Senlis. Je suis mariée, j'ai 3 enfants. Ils sont tous en études, ils sont partis. Je suis architecte, mais j'ai également fait l'école du Louvre, ce qui m'a fait choisir cette ville pour m'installer. J'ai évidemment une sensibilité très particulière sur le patrimoine. Et puis j'ai fini mes études à l'ESSEC sur un module de gestion des collectivités territoriales, parce que je voulais travailler sur la valorisation du patrimoine des collectivités. Et ça fait 25 ans que j'accompagne les communes, les intercommunalités, les départements, pour le développement de leurs projets, dans le domaine culturel principalement, mais pas que, dans le domaine social aussi, parfois même dans le domaine sportif. Donc je connais très bien les collectivités territoriales, je connais très bien leurs partenaires, je sais très bien comment on fait pour récupérer de l'argent auprès des partenaires. Voilà, c'est vraiment un environnement qui m'est très familier, qui m'est quotidien, puisque je travaille encore aujourd'hui. Alors ce soir, je vais vous présenter une liste dont je suis très fière. Elle associe vraiment des personnes de tous âges. Alors ils ne sont pas tous là parce que certains sont partis en vacances. Ils ont le droit. Mais de tous âges, qui viennent de tous les quartiers de la ville. Ils ont des sensibilités différentes. Alors, nous sommes vraiment une liste plurielle. Je précise tout de suite parce que les choses ont circulé. Plurielle dans l'arc républicain. Ça veut dire qu'il n'y a pas sur ma liste, je ne suis pas, ni LFI ni RN. Voilà. Nous sommes tous, certes différents, mais vraiment dans ce champ républicain. Voilà. Je tiens à le dire très précisément, il y a plein de choses qui ont circulé, qui circulent encore. Ceci est établi. Nous sommes une liste plurielle qui doit représenter Senlis, qui va travailler pour Senlis, qui connaît sa ville et qui aspire à faire des choses autrement. Alors pourquoi ? Sur quelle base ? Quels sont les grands axes qui nous ont tous rejoints ? Alors premièrement, il y a des valeurs qui sont intangibles. L'exemplarité des élus est absolument indispensable. Donc tout le monde sur ma liste, nous en avons parlé, nous avons regardé quels étaient potentiellement nos conflits d'intérêts, et c'est très clair, nous serons exemplaires. Cette ville, c'est une PME de 300 salariés à peu près, c'est environ 30 millions de chiffre d'affaires, c'est votre argent. Il n'est pas imaginable que vous ayez le moindre doute sur la manière dont cet argent est dépensé. Et pour ça, on va développer un vrai projet de co-construction avec vous, de travail avec vous. Aujourd'hui, alors même si les élections de 2020 ne sont pas forcément représentatives, le maire a été élu avec 2100 voix à peu près, 2100 voix sur 16 000 habitants aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde qui potentiellement ne reconnaissent pas la légitimité du maire. Et d'une manière générale, vous le savez bien, la société aujourd'hui, elle a un très grave problème en matière de démocratie représentative. Et même plus que ça, elle est extrêmement fragmentée. Il va se préparer un certain nombre de choses compliquées. Les crises, on les voit venir, on les a vécues, la crise de l'énergie, etc. Le Covid. Il peut y en avoir d'autres, je ne le souhaite pas trop vite, mais ce n'est pas exclu. Comment faites-vous dans une société fragmentée pour surmonter les crises ? Eh bien, c'est extrêmement compliqué. Et moi, ça fait des années et des années que je réfléchis à cette question, et je ne vois qu'une seule solution. Il faut que l'on crée de la solidarité, que l'on reconstruise un corps social qui soit suffisamment solide pour surmonter toutes ces crises. Dans une ville de 15 000 habitants, on se connaît tous à petit peu près, on s'est tous déjà vus à l'école, dans un club de sport, etc. Ça veut dire que de proche en proche, on peut arriver à construire cette solidarité. Mais plus que ça, le rôle des élus, il est déterminant. Les élus, ils prennent des décisions majeures. Si vous n'êtes pas d'accord avec ces décisions, si 80% de la population d'une ville n'est pas d'accord avec cette décision, il y a de fortes chances qu'un jour elle ne soit pas respectée. Donc ça veut dire, et c'est le sens de notre projet, les décisions structurantes pour la ville, elles sont prises avec vous. Et plus que ça, elles ne sont pas prises sur un mode je veux ou je veux pas, sur un mode oui-non. Elles sont prises en construisant une acceptabilité.
Nous vous présentons un projet, 15% de la population s'exprime sur ce projet. Certains disent celui-là, j'en veux pas du tout. Celui-là, bah, pourquoi pas. Celui-là, oui, ça m'irait. Celui-là, pas mal, vraiment bien. Et celui-là, je le veux absolument. Et finalement, vous voyez qu'en votant comme ça, avec une échelle, on arrive à construire une acceptabilité. Ça veut dire que les projets structurants que vous avez présentés, vous avez potentiellement une majorité de la population qui les suit. Donc qui adhère. Donc qui ne les remettent pas en cause en cas de crise. Et ça, c'est absolument déterminant. Je ne crois pas que l'on puisse changer quoi que ce soit ici ou ailleurs, partout, si on ne travaille pas comme ça. Donc c'est notre engagement. Ce n'est pas simplement vous demander votre avis comme ça, est-ce que sur un bout de table, un petit sondage. Non, c'est construire avec vous les projets. Et alors pour ça, je vais avoir besoin de Catherine Cardoen, qui sera en charge de la démocratie participative et de la relation avec les habitants. Bonsoir. Alors, je me présente, Catherine Cardoen. Alors moi, je suis un produit local. Je suis née à Senlis, j'y ai grandi, j'y ai élevé mes enfants, j'y travaille. Donc, Senlis, je connais bien. Donc, pourquoi j'ai rejoint Pascale, quand même, on va en parler un petit peu. J'étais déjà avec elle en 2020. Si j'ai réitéré mon engagement à ses côtés, c'est simplement parce que je crois en sa vision. On partage la même vision pour Senlis. Et surtout, on partage des valeurs simples mais essentielles, comme le travail, la sincérité, l'endurance. Je pense qu'on va en avoir besoin. Et puis surtout, la bienveillance. Alors, comme Pascal vous l'a dit, je vais être en charge, si nous sommes élus, de la partie démocratie participative et aussi relations avec les clients. Ah, des formations professionnelles, je suis désolée. Avec les usagers. Donc, on va mettre au profit ces compétences sur ces sujets-là. Donc, le premier sujet, c'est la démocratie participative. Et il y a un pilier sur lequel qu'on ne pourra pas échapper, c'est que si on vous demande de participer et de décider, il va falloir avant que vous compreniez les projets, que vous vous les appropriez. Donc, il va y avoir une grosse action autour de l'information autour de ces projets. Oh, je suis désolée, je perds ma voix. On fera en sorte que vous ayez toutes les informations nécessaires pour pouvoir décider et surtout donner votre avis sur les sujets. Ça se fera via deux moyens, une plateforme numérique et aussi directement à la mairie, parce que certains d'entre vous ne sont pas aptes à utiliser les outils numériques. Donc l'objectif, c'est que vous ayez un avis éclairé sur le sujet. Donc on vous donnera toutes ces informations-là. Le deuxième sujet, c'est que là, on parle effectivement de la participation démocratique, mais on a aussi toute la relation avec vous au quotidien. Et pour ça, il va falloir qu'on renforce la confiance que vous avez dans votre mairie. Donc, il va falloir que l'on revoie un peu les circuits de traitement des demandes. Donc, ça se fera Merci. Ça se fera d'une manière déjà très simple. C'est que chaque demande qui sera faite à la mairie devra être enregistrée, suivie, traitée. Et surtout, c'est qu'il faudra qu'on mesure aussi votre satisfaction. Alors, pas dans un but de contrôle, dans un but vraiment d'améliorer le service public et surtout le service que l'on vous rendra. Pour essayer aussi de diminuer les délais et surtout que vous compreniez bien où en est votre demande lorsque vous aurez des demandes. Un pilier de cette organisation, ce sera évidemment les agents municipaux. Et moi, je suis profondément persuadée que c'est de notre devoir d'élu de les accompagner au quotidien pour améliorer cette relation à l'usager et surtout pour vous rendre service le mieux possible. En résumé, moi, je suis persuadée, mais comme Pascal, je pense qu'une démocratie même locale, elle doit informer, elle doit expliquer, elle doit écouter et elle doit surtout prendre en compte l'intelligence de ses habitants. Voilà. Je suis désolée, j'ai la voix qui... Voilà. En tout cas, merci. Et puis, voilà. Merci Catherine. Alors le deuxième sujet qui nous rejoint tous dans l'équipe, c'est l'absolue nécessité de s'adapter. Je t'en prie, oui François, viens, rejoins-moi. L'absolue nécessité de s'adapter, on sait qu'il y a des évolutions majeures. Moi, mon beau-frère est agriculteur.
Voilà, on en parle déjà. Hein. Donc ça va venir. Comment fait-on? Eh bien, je laisse la parole à Françoise. Merci Pascal. Alors moi j'ai un petit papier parce que c'est très impressionnant, même si je peux avoir l'habitude de parler devant des gens, devant un public nombreux quand même, impressionnant. J'ai toujours besoin de cette béquille. Voilà, ça me rassure. J'ai aussi voilà le. Pardon. Ah, d'accord. Dans ce sens-là, voilà, c'est mieux. Au milieu, mais si je suis au milieu, je ne vais pas pouvoir lire, parce que, attendez, j'ai une deuxième béquille. C'est quand même... Ah ouais, c'est du chaud, ça. Hein, ça, c'est du chaud. Voilà. Bien, donc après ces quelques mots-là, je me présente. Donc, je suis Françoise Ballossier. Pour un certain nombre d'entre vous, je pense, vous me connaissez. J'étais élue en 2020 sur la liste de Pascal Loisler. Et j'ai eu en 2023 la délégation de la transition écologique. Je passe de la liste de Pascal Loisler à la liste de Pascal Mathiot, parce que Pascal Mathiot s'est présenté. Si Pascal Mathiot ne se présentait pas, je soutenais toujours Pascal Loisler, parce que j'ai travaillé avec elle. Je la remercie de m'avoir donné les moyens de découvrir en même temps ce que c'était que la vie de la mairie, avoir cette expérience-là, travailler avec les services municipaux, travailler avec les habitants de la ville, ça n'est pas une chose simple. Simplement, ce que je me dis aujourd'hui, c'est que j'ai envie de continuer, évidemment, mais d'aller plus vite et plus loin. Pascal, Catherine ont parlé de démocratie participative, d'impliquer les habitants de la ville dans les projets, dans les décisions que nous prendrons. C'est ça, c'est ce qui m'a animée pour venir travailler avec Pascal et avec l'équipe. Hein, on en a longuement débattu, voilà, donc c'est ce qui m'intéresse. Pascal me propose de continuer sur la transition écologique. Oui, ça m'intéresse pas mal. Alors, j'ai oublié de vous dire que j'habite la Gatelière. Je suis senlisienne, à savoir je suis née à Senlis. Toute ma scolarité primaire, collège, s'est faite à Senlis. Et je suis revenue il y a quelque temps. J'ai eu le bonheur de rencontrer quelques camarades d'école. Hein, et on se souvient bien de ce Senlis. C'est pour ça que nous allons parler de transition écologique, de ce Senlis-là. Voilà. Je suis, attachée à cette ville. Je suis attachée à son devenir. Il y a en ce moment des enjeux, les enjeux environnementaux, les enjeux économiques, les enjeux sociaux. C'est un vrai défi. Et c'est ce défi-là que nous voulons relever avec vous. La transition écologique, aujourd'hui, on parle bien plus d'adaptation. Quelle ville voulons-nous pour demain, pour après-demain, pour dans 10 ans? Moi, j'ai eu 2 enfants, j'ai maintenant 4 petits-enfants. Quelle société est-ce que je leur propose? Comment est-ce que ça va venir? Nous avons donc quelques actions, nous avons 5 thèmes. Ça n'est pas exhaustif. Ce sont les questions phares, celles qui vont nous mener. Mais évidemment, ça va bouger parce que nous allons discuter, nous allons aller plus loin dans les propositions que nous vous faisons. Voilà, donc évidemment, arrêtez l'urbanisme. Ça, l'urbanisation, pas l'urbanisme. Voilà, oui, on a ri ensemble parce que, voilà, on n'arrêtera pas l'urbanisme. C'est parce qu'on arrête l'urbanisation qu'on pourra continuer, effectivement, et travailler sur un meilleur urbanisme que celui que nous avons aujourd'hui. Donc voilà, définir les perspectives de développement de la ville avec vous. Hein. Ça n'est pas quelque chose... Alors les choses qu'on va dire, ça n'est pas simple. La transition écologique, ces questions-là ne sont pas simples parce qu'on est vraiment dans de l'anticipation. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Donc, commencez par ça. Valoriser le patrimoine vert, forêt, cours d'eau, les zones humides. Ça, c'est notre richesse. C'est une véritable richesse. Nos parcs, nos arbres, nos sols, notre eau, hein, tout ça, voilà. Je les énumère, voilà. C'est la qualité de notre vie. Ça participe à la santé, à l'attractivité de la ville. Cela passe par une meilleure protection et mise en valeur des espaces naturels existants, la création de lieux plus agréables, zones de fraîcheur, cheminement vert, espaces pédagogiques,
transformation de terrains inutilisés en espaces cultivés pour produire localement, sainement, à des prix accessibles. Ça, on en reparle pour le point suivant. Une attention particulière portée à la gestion de l'eau, plus de végétalisation, notamment près des écoles et dans les quartiers. Nous voulons installer un maraîcher. Cela fait des années que la ville de Senlis souhaite installer un maraîcher. À nous maintenant de transformer cet essai. Alors là, j'ai le dossier. Alors l'intérêt aussi, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur ces dossiers-là. Ce n'est pas pour moi une découverte. Simplement, ce que je souhaite, c'est les mettre en œuvre le plus rapidement possible, mais pas les mettre en œuvre comme ça. C'est vraiment en discuter, dans le cadre des maisons de quartier dont on parlera, dans le cadre, enfin voilà, de cette démocratie participative à laquelle nous tenons tous. Nous allons donc installer un maraîcher, c'est aussi travailler sur une certaine résilience de la ville. Être capable d'avoir une alimentation saine près de chez nous. À Senlis, c'est vraiment une question qui se pose, une question de fond, et qu'on aura l'occasion de retravailler aussi, par exemple avec les écoles, quand on va parler des cantines scolaires. Oui, oui. Alors pour ça, on fait des choix responsables, des choix durables, utiles à tous. Une ville qui regarde l'impact réel de ses décisions. Comment l'argent public est-il utilisé? Quels effets sont nos projets sur l'environnement et comment ils améliorent la vie des habitants? Donc la commune peut aussi s'engager dans des démarches reconnues au niveau national, qui aident les villes à progresser concrètement dans la transition écologique avec un accompagnement et des financements adaptés. Et oui. Et la mairie elle-même... Pardon ? Oui, j'y vais. La mairie elle-même doit montrer l'exemple. Et donc, ça, j'y tiens beaucoup. Nous y tenons beaucoup. Des bâtiments mieux gérés, des pratiques plus sobres, des agents formés, impliqués pour diffuser ces bonnes habitudes dans tous les services. Et je sais qu'ils n'attendent que ça. Mieux se déplacer. Voilà. Aménager un maillage de trottoirs, de voies cyclables, sécurisées pour la ville. Vous savez que ça, c'est aussi un sujet assez sensible. Donc voilà. En conclusion, parce que je sais que je suis un peu longue, ne pas me donner la parole, je suis bavarde, c'est un problème. Et voilà. Voilà. Donc, ce que je crois, alors franchement, je crois profondément que notre ville peut mieux faire et sans faire compliqué. Mieux utiliser l'argent public. Je l'ai dit, mieux entretenir nos espaces verts, mieux protéger l'eau, les sols, les arbres, mieux accompagner celles et ceux qui veulent consommer local, produire autrement, se déplacer plus facilement. Et la mairie doit montrer l'exemple. Et pas en donnant des leçons, mais en agissant concrètement dans ses bâtiments, dans ses pratiques, avec ses agents. Une dernière phrase. Si je retrouve, allez, une dernière phrase, si je retrouve mon papier, et je vais me faire gronder. Attends, si tu peux m'aider, on va la trouver. Hop. Voilà, merci. Et voilà, je le redis. Ah ben oui, je savais bien que j'allais redire des choses. Ce projet, je veux le porter avec vous. Senlisiens, Senlisiennes, vous êtes avec nous là ce soir, et puis j'espère bien on sera bien plus nombreux, avec les habitants, donc avec vous, avec les associations, avec les commerçants, avec les entreprises. Parce que l'écologie ne se décrète pas d'en haut, elle se construit ensemble, à hauteur de vie. Mon engagement est simple, faire de notre ville un endroit plus agréable, plus sain, plus solidaire. Une ville qui prend soin de son cadre de vie parce qu'elle prend soin de celles et ceux qui y vivent. Prenons soin les uns des autres. Voilà. Merci. Pardon François, je t'ai pressée. Alors, François, sur cette question, travaillera avec Sarah. Sarah, je te vois. Voilà. L'idée, c'est qu'à chaque fois, il n'y a pas une seule personne, mais qu'on travaille j'appelle ça en grappe. Nous sommes toujours plusieurs sur les dossiers, à la fois parce que ça permet d'échanger, d'enrichir, c'est plus solide, et au total et final, c'est mieux. Alors, donc vous avez compris, vraiment, ces deux grands socles, et je rajoute l'exemplarité. Nous portons trois grands projets d'investissement. Ça veut dire que ça va mobiliser beaucoup d'argent, mais ces trois grands projets, ils s'inscrivent après dans la déclinaison de toute la politique de la ville.
Alors le premier sujet, c'est celui des maisons de quartier. Professionnellement, j'en ai rencontré beaucoup dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de communes, des communes parfois très très difficiles. Et à chaque fois, les expériences, elles ont été extrêmement profitables. Et alors sur cette question-là, je vais rappeler encore Catherine, parce que c'est elle qui va gérer cette question des maisons de quartier. Promis, c'est la dernière fois. Après, je laisse la parole aux autres. Donc effectivement, les maisons de quartier, ça va être un de nos projets numéro 1. Et ça va être au cœur vraiment de notre projet de proximité. Donc l'objectif de ces maisons de quartier, il y en a 2 en fait. Le premier objectif, c'est de rapprocher les services de la ville dans les quartiers auprès de chacun d'entre vous. Et le deuxième objectif de ces maisons de quartier, ça sera aussi d'en faire des lieux de vie pour recréer du lien entre les habitants. Et donc, il y aura des activités, des animations et des projets aussi portés par les associations avec des animateurs et des éducateurs. Donc il va falloir vraiment que vous vous appropriez ces espaces pour vraiment les faire vivre et qu'ils vous apportent au quotidien du lien et surtout de la proximité avec la ville. De manière très opérationnelle, ces lieux vont être donc placés dans les quartiers, évidemment. Alors, soit sur des lieux existants, soit on en fera construire en fonction de chaque configuration de quartier. J'étais beaucoup plus concis que... Voilà. Pardon, merci. Alors, ces lieux, pour moi, c'est vraiment la base de tout. Vous avez compris, donc 2 piliers, des services municipaux, dont on va les définir avec les agents, et des espaces pour la population. Et alors, ces maisons de quartier, elles ont plein de vertus. Elles rapprochent la ville et la municipalité des habitants. Elles permettent une présence d'autorité permanente. C'est pour nous le socle d'une politique, notamment de sécurité. On ne va pas mettre un policier municipal derrière chaque habitant. Un policier municipal, une fois qu'il est équipé, c'est à peu près 80 000 € par an. Alors on peut bien en mettre 50 000, mais enfin, à un moment, ça ne va pas être tenable. Donc il en faut, bien sûr. Il en faut évidemment. Mais ce n'est pas la seule réponse. Ce qu'il nous faut, c'est une réponse du quotidien, c'est une présence du quotidien, c'est rassurer les familles, c'est travailler avec elles, c'est faire du lien. Alors, premier sujet. La police municipale, aujourd'hui, est logée dans des locaux indignes, pas aux normes, c'est pas possible. On ne peut pas mobiliser les agents de la ville sur une mission majeure et ne pas leur donner les moyens de travailler. Donc il faut trouver des nouveaux locaux pour la police municipale. C'est indispensable. Aujourd'hui, ils sont 13 agents. Le tableau des effectifs compte 20 agents. Ça veut dire qu'il y a 7 personnes qu'on pourrait recruter, qu'on ne recrute pas, parce que la ville n'attire pas. Elle n'attire pas parce que les conditions de travail ne sont pas bonnes. Non pas parce que le travail sur le terrain est difficile, il est difficile partout, mais parce que les conditions de travail sont extrêmement mauvaises. Voilà. Donc premier sujet, on reloge la police municipale. Ensuite, adossé aux maisons de quartier, 2 agents seront affectés à chaque quartier. Ils permettront de construire ce lien. C'est par la confiance qu'on a l'information, c'est par la confiance qu'on sait que tel gamin commence à partir hors des clous. C'est ça qui est important. Et c'est ce lien de confiance, parce qu'il y aura des services municipaux avec lesquels on parle au quotidien. Moi, je les connais, je les vois sur le terrain, chez mes clients, je vois ces services-là. Et les policiers municipaux viendront en renfort. On ne mettra pas la police municipale dans un quartier. Parce que là, on stigmatise ce quartier en disant que chez eux, c'est n'importe quoi, que c'est chez eux, que c'est le pire, etc. Et en plus, on vient provoquer les gens qui sont sur place. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on va le faire. Ils seront ailleurs, mais ils seront très présents. Les effectifs, 13 aujourd'hui, donc il faut qu'on recrute parce qu'on aura un projet qui tiendra la route. Lorsque je travaille avec des équipes de policiers municipaux sur d'autres communes, pour avoir un service qui soit aujourd'hui de qualité, qui permette d'assurer une permanence toute la nuit, en conventionnement avec la gendarmerie, c'est-à-dire qu'il y a une convention ville-gendarmerie, il nous faut 18 policiers municipaux. Voilà. Donc aujourd'hui, ils sont 13, 18, ça veut dire qu'il faut qu'on en recrute 5. Ils existent au tableau des effectifs, simplement on ne les trouve pas. Maintien du CSU départemental, CSU, Centre de supervision urbaine. Le fait d'être à ce CSU nous garantit un certain nombre de subventions, notamment des caméras. Pourquoi allons-nous dépenser plus d'argent? Moi, je préfère que les agents municipaux ils soient sur le terrain, justement pour travailler avec les habitants, justement pour rencontrer les gamins, plutôt que derrière des écrans.
Il y a déjà des gens derrière les écrans. On a un partenariat avec le département. C'est très vertueux. On paye quelque chose en commun. Et en plus, ça nous rapporte des subventions quand il s'agit d'investir. On garde ça. Par ailleurs, moi, il y a quelque chose, je suis, par mon mari peut-être, en tout cas c'est quelque chose qu'on discute souvent, la question de la gestion de crise est quelque chose de majeur. Vous avez compris que je pense qu'il va y en avoir. Vous avez peut-être d'autres avis, mais moi je pense. Si on ne les anticipe pas, si on n'identifie pas les problématiques qui vont arriver, par exemple, et je veux effrayer personne, mais on a construit l'écoquartier 2. Depuis 18 mois, le foyer Adoma, il est fermé. Il va réouvrir en mars. Comment avons-nous anticipé l'arrivée des populations, que je ne stigmatise pas particulièrement, mais comment est-ce que les habitants d'écoquartiers vont vivre ça? Ce n'est pas anticipé. Moi, je pense que tous ces nouveaux habitants, alors eux, et puis d'une manière générale, ils doivent être intégrés, mais ça s'anticipe l'intégration. Ça ne se décrète pas et on n'attend pas qu'il y ait des problèmes. Donc ça se construit. Et ça se construit dans le cadre d'une convention de coordination avec la gendarmerie et les tribunaux, accessoirement. Cette convention, elle n'a pas été mise à jour. Il faut la mettre à jour. Et on discute de la sécurité du quotidien. On discute de tout. Hein. On peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Donc on la discute sur le quotidien de la ville et on la discute en anticipation des crises ou des phénomènes dont on sait qu'ils vont arriver. Et dernier sujet, une police municipale qui est solide, elle ne fait pas que de la répression, elle ne fait pas que de la surveillance. Elle fait de la prévention sur tout un tas de domaines. Sur la sécurité routière, bien sûr. Sur les écrans. Il ne vous a pas échappé que les enfants passent de plus en plus de temps sur les écrans. Il faut leur apprendre. La prévention, c'est aussi faire du sport avec eux, c'est faire ce genre de choses. Voilà. Donc ce volet de leur projet, il est important parce que c'est là aussi que la sécurité, elle se construit. Alors vous avez compris, c'est moi qui ai parlé, j'en ai beaucoup travaillé. Je vais m'investir, moi, très très particulièrement dans les maisons de quartier. Moi, j'essaierai d'y être présente. Parce que je pense que la figure du maire, elle est importante. Donc il y aura des bureaux, vous l'avez compris, ben moi j'irai dans les quartiers. J'irai à la rencontre des gens. Et il y a un deuxième sujet qui me tient à cœur, alors c'est peut-être ma casquette d'architecte. Le premier besoin, c'est de se nourrir, le deuxième, c'est de se protéger, le logement. Or, aujourd'hui, une part significative de la population de notre ville vit dans des logements indignes, qui ne sont pas chauffés, ils n'ont pas d'eau chaude, c'est pas acceptable. Ces gens payent leur loyer. Hein. Ils sont évidemment logés par les bailleurs sociaux. Enfin, évidemment, non. Mais en tout cas, la plupart de ceux que je connais sont logés par les bailleurs sociaux. Nous avons relativement peu de marge de manœuvre avec les bailleurs sociaux, mais il y en a quand même. Si moi, en tant que maire, je dialogue avec eux, en plus je connais le bâtiment, donc ils ne me raconteront pas n'importe quoi. Je connais des gens qui travaillent avec eux, des BET, c'est avec eux que j'ai travaillé là. On peut être dans une logique gagnant-gagnant sur un certain nombre de sujets, notamment tous les espaces extérieurs. Vous savez, ceux dont on dit qu'ils sont très très sales aujourd'hui. Bah oui, ils sont très sales, ils ne sont pas entretenus, il se passe n'importe quoi. Bon. À Los-Angeles, en plein bassin minier, juste au nord de Lens, la ville qui est engagée depuis très très longtemps dans des démarches d'associer la population, juste après la fermeture des mines, ils ont mis en place un programme que je trouve absolument extraordinaire qui s'appelle le 50-50. Bon, je l'ai mis 50-50. Extrêmement vertueux. Tous les espaces verts, alors qu'ils appartiennent à ville ou qu'ils appartiennent à l'OPAC, on dialogue et on discute l'OPAC ou d'autres bailleurs sociaux. L'idée, c'est que ces espaces verts, ils soient aménagés avec les habitants et les services de la ville, 50-50 chacun. C'est extrêmement vertueux parce que à partir du moment où moi, j'ai aménagé, alors aidé par la ville qui m'a prêté les outils, qui m'a donné un petit coup de main sur ce que je pouvais mettre, pas mettre, je ne mets pas des plantes envahissantes, etc., etc. À partir du moment où moi, je l'ai fait, on va peut-être me le casser une fois, mais pas deux. Parce que moi, je sais très bien qui l'a cassé. Donc en fait, on est comme ça aussi dans une logique de reconquête de l'espace qui appartient aux habitants. Et ça, je peux vous garantir que ça a des vertus extrêmement importantes en termes de civilité, etc. Ce n'est pas des miracles, hein. C'est simplement, moi, je l'ai constaté sur d'autres communes. Voilà. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas à Senlis, si on s'en donne les moyens, si on veut vraiment le faire. Et toujours dans la logique de ces maisons de quartier, hein, vous avez compris vraiment qu'on appuie énormément de choses dessus, eh bien, il y a tout un programme à destination des familles qui doit être décliné. Alors, premièrement, mais j'y reviendrai dans plusieurs autres sujets,
si on veut attirer des médecins, si on veut attirer des policiers municipaux, si on veut attirer, etc., ce sont des gens qui travaillent, ce sont des gens qui ont besoin de faire garder leurs enfants. On a besoin d'une deuxième crèche si on veut avoir un certain dynamisme sur cette ville. On construira une deuxième crèche. Et lorsque nous étions à Bridge Bay, il n'y a pas très très longtemps, il y a une assistante maternelle qui vient me voir, qui me dit « Moi j'ai envie de quitter Senlis parce que j'ai rien à faire. » Je dis « Mais alors si je vous propose ça, les maisons de quartier, qu'est-ce que vous en pensez ?»« Ah ben ouais, c'est vachement bien. » Eh ben oui. Voilà, ça c'est des offres pour les familles, donc on a plus d'assistantes maternelles parce qu'elles peuvent faire, etc. Je ne dis pas qu'il n'y a rien aujourd'hui, je dis que ce n'est pas tout prêt. Je dis qu'il faut se déplacer, que quand on n'a pas sa voiture, que quand on a 4 gamins, ce n'est pas toujours évident. Voilà. Donc c'est ça la vertu de la proximité. Il y a un autre sujet qui est extrêmement important, j'ai parlé un tout petit peu des écrans tout à l'heure, on sait que ça a un lien, pas que. La question de la santé mentale chez les jeunes, elle est extrêmement importante. Il faut que tous les agents, et notamment ceux qui sont en proximité, ceux dans lesquels on aura confiance, eh bien, il faut que ces agents ils soient formés à repérer les problématiques de santé mentale. Voilà. Moi, je travaille avec des bibliothécaires, ils se forment. Bibliothécaire, c'est quelqu'un qu'on vient voir assez facilement, on discute de choses assez facilement personnelles, etc. C'est super important. On reviendra tout à l'heure sur la question de la plaine des sports. Aujourd'hui, le service jeunesse, il est en sous-sol ici. On loge les jeunes en sous-sol. C'est quand même pas un signe hyper favorable pour l'avenir. C'est pas possible. Moi, je pense qu'à la faveur de raménagement de l'ensemble de la plaine des sports, ce ne sera pas extrêmement compliqué de trouver une surface qui permette aux jeunes d'être accueillis dans un endroit sécurisé, avec des animateurs entourés de pratiques sportives, etc. Donc le service jeunesse, il doit déménager aussi. Et puis enfin, alors sur les familles, il y a beaucoup de familles nombreuses à Senlis. C'est vrai que lorsque vous payez 1, 2, 3 activités à 2, 3, 4, 5 enfants, ça commence à faire cher. Ça aussi, c'est une politique d'attractivité des populations. Mettre en place des tarifs qui soient dégressifs par quotient familial, bien sûr, mais ça existe déjà, mais peut-être par nombre d'enfants aussi. C'était le premier grand sujet, donc vous voyez que derrière, on met quand même énormément de choses. Le deuxième, et alors là, je vais appeler Joël Bertinati, dont je ne vois pas où il est. La piscine intercommunale va arriver. On pourra en discuter tout à l'heure. Moi, je pense qu'elle est bien placée sur ce secteur-là parce que c'est très central, parce que les écoles peuvent venir à pied, parce que c'est au cœur des déplacements de la ville, etc., etc. On pourra discuter du périmètre dans lequel elle est faite, mais en tout cas, elle doit être faite et elle doit être faite sur ce mandat. Mais donc, tout ce qu'il y a autour, pour l'instant, il faut le faire. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Joël Bertinati. Je suis senlisien depuis 1983. J'ai été de manière très brève 5 ans à Saint-Malo, donc en Bretagne, et je suis revenu pour des raisons personnelles. J'ai retrouvé ma ville, que j'aime, que j'adore, mais avec les mêmes problématiques dans le sport. Bon, j'ai été professeur de PS 35 ans à peu près au lycée Capet, donc de Senlis. J'ai été président de club, directeur technique d'association, notamment dans le judo. Et aujourd'hui, je constate que les installations sportives, notamment à Senlis, donc ne sont pas dignes d'une ville de 15 000 habitants. Voilà. Donc il est clair que la rénovation du complexe sportif Yves Carlier doit être repensée complètement. Et je pense on s'y emploiera, ça c'est clair. Et notamment les idées de Pascal de mettre le service jeunesse, service des sports, dans un lieu que je dirais emblématique, parce que quoi de mieux que de mettre les jeunes dans le sport. Moi, je suis certain que le sport, c'est un des moteurs les plus puissants pour faire grandir, pour faire avancer Senlis, que ce soit au niveau de la cohésion, de la sécurité, voilà. Et même du patrimoine historique, parce que si la ville de Senlis est riche d'un patrimoine historique qu'il est difficile d'égaler, il est clair que sur le plan sportif, si on ne cite que les arènes, si on ne cite que le vélodrome, dont il a été question il n'y a pas longtemps, une destruction, ce qui ne me semble pas possible, il est clair que la ville de Senlis aujourd'hui, par exemple, sur la plaine Yves Carlier, on a un gymnase qui peut accueillir du public, donc ce qui est primordial sur les activités physiques d'aujourd'hui, notamment les sports collectifs. Eh bien aujourd'hui, c'est le seul endroit qui peut accueillir avec du public
donc une manifestation sportive. Ce qui est, pour une ville de 15 000 habitants, je peux vous assurer que quand Senlis rencontre des villes, Amblainville, Guiscard, Anceauvillers, ils sont accueillis dans des salles qui sont extraordinaires par rapport à ce que nous, on connaît ici à Senlis. Voilà. Donc ça, c'est important. Voilà. Maintenant, comment valoriser le patrimoine historique sportif de Senlis? Un des meilleurs exemples, je suppose que certains l'ont connu, le bouquet provincial. Voilà. Donc, quelque chose qui est important, qui est historique, qui est un événement qui permet des moments festifs. Hein. On sait que sur une telle épreuve, à Senlis, c'est 3000 participants, des archers qui viennent de toute la France. Est-ce que tout le monde connaît le bouquet provincial? Vous ne connaissez pas le bouquet provincial? C'est une tradition qui date de très longtemps. Les archers donc, sont réunis sur une plaine. Et il nous semble important, à nous en tout cas, quand par exemple en 2028, on puisse organiser le bouquet provincial. Il a eu lieu la dernière fois à Senlis, c'est un événement national, hein, il a eu lieu en 1994. C'était la dernière fois. Voilà. Pardon ? 1994. Oui, 1900. J'ai dit quoi ? Non, tu as dit ça, mais ça aurait pu être 1894. Ah oui, oui. D'accord. Non, en 1881, on était déjà plus sur les arènes, par exemple. Voilà. Des moments festifs, des événements qui permettaient un petit peu de mettre en valeur ce patrimoine historique. Et ça, c'est... de notre avis, c'est important de faire revivre ces moments-là. Voilà. Ensuite, il est clair que pour nous, l'important, c'est, on parlait de la jeunesse, de la sécurité, parce qu'on parle de sécurité à ce moment-là. Il est clair que soutien au club pour organiser des stages d'été. Voilà. Quoi de mieux que le sport pour occuper nos enfants, plutôt que de traîner, par le sport. Je pense que le sport, c'est un des liens, c'est ce qui forme les liens les plus importants. Qui ne se souvient pas, lorsqu'il faisait du sport, des moments d'émotion qu'il a vécu avec ses camarades. Donc je pense que là, c'est absolument primordial. Oui. Pardon. Voilà, donc. Ensuite, le renforcement des cycles sportifs en milieu scolaire. Il est clair qu'aujourd'hui, on a un animateur sportif qui s'occupe de toutes les classes. Donc il est clair qu'au niveau santé, ce n'est pas inciter nos enfants à faire du sport. Et c'est très important, à notre avis, de renforcer de manière à pouvoir... il est clair qu'il faut créer des emplois par rapport à ça, hein, pour aider le seul et unique animateur qui s'occupe comme il peut de toutes les classes. Donc forcément, toutes les classes n'ont pas, au niveau primaire, hein, toutes les classes n'ont pas EPS. Et ça, c'est un petit peu dommage. Ensuite, et ça c'est important, on parle du lien. Eh bien, la construction d'un projet sport-santé, alors il y a quelques années, au lycée Hugues Capet, on a commencé à très peu, on était 2 enseignants, et on faisait venir le dimanche matin. Vous voyez, les enseignants travaillent même le dimanche matin, de manière bénévole. Et on faisait venir les jeunes. Alors au début, on était 6, 7, puis ensuite, il y a des parents, est-ce qu'on peut venir ? Bien sûr. Et puis, il y a des gens vraiment pas sportifs, mais qui sont venus, pour avoir des conseils, pour être guidés, ce qui fait qu'on faisait plusieurs parcours. On les faisait avec eux, on guidait un petit peu. Ensuite, on a été récompensé par un prix de l'INPES et on a eu quelques subventions minimes, mais qui nous ont permis quand même des interventions de kinés, de diététiciens, donc qui ont permis un petit peu de donner, entre guillemets, une éducation sportive à des gens qui étaient un petit peu laissés pour compte. Et le lien social que ça a créé était extrêmement important. On parlait de cohésion tout à l'heure avec Pascal, je crois que là, c'était le lieu vraiment idéal. Voilà. Ensuite, et c'est important aussi dans le phénomène intergénérationnel, il nous semble important de créer le lien. Et alors ce lien, il n'est pas facile, mais on a pensé qu'avec une espèce d'épreuve qui pourrait réunir des moins jeunes, des plus jeunes, mais aussi dans un système inclusif des handicapés avec des valides, pour essayer de faire du sport partagé, en fait, et de faire un petit peu ce lien qui permettrait aux plus anciens de donner un petit peu de leur temps, de manière bénévole, sportive, engagée, pour permettre un lien avec ce... Voilà.
avec tout le monde. Voilà. Je rebondis sur la question de la santé. Donc nous travaillons sur notre liste avec Mathieu Arisa, qui est médecin généraliste, et Lucien Gérardin, qui était directeur de l'hôpital de Senlis. La question de la réouverture des urgences, qui a été très largement discutée dernièrement, évidemment, c'est un sujet sur lequel on se mobilisera de manière ferme et constructive. Mais ce n'est pas la seule réponse. La santé, c'est aussi la médecine de ville. Et la médecine de ville, ça veut dire qu'il faut qu'on attire des médecins. Donc de la même manière qu'on a du mal à attirer des policiers municipaux, on a du mal à attirer des médecins. Donc il faut construire les conditions pour que ces personnes viennent. Alors toute demande une maison de santé pluridisciplinaire, voilà, où des généralistes, et puis tout un tas de professions paramédicales. Donc évidemment, il y a des locaux dans cette ville qui sont tout à fait aptes à accueillir 15, 16 professionnels de santé pour le bénéfice de tous. Au-delà de proposer des locaux qui sont qualitatifs, qui accueillent un certain nombre de services, éventuellement la ville peut participer à la construction, peut participer au financement. On peut aussi donner des aides accompagnées, des aides ciblées sur l'acquisition d'un certain nombre de matériels, des matériels qui peuvent être onéreux. Donc on peut mettre comme ça le pied à l'étrier d'un certain nombre de médecins. Ce ne sont pas des idées nouvelles, mais il faut les mettre en place. Par contre, il y a quelque chose qui n'existe pas vraiment aujourd'hui, c'est la question d'une relation de qualité entre tous ces professionnels de santé et la ville. Les réunir une fois par an pour leur demander quelles sont leurs difficultés. Les infirmières, alors elles ont maintenant de quoi se garer en ville, mais lorsque vous avez des travaux, que vous n'êtes pas prévenu, que vos patients ne peuvent plus venir chez vous, c'est compliqué. Le médecin, quand on lui fait ça, il n'aime pas. Il se dit que la ville, elle ne m'aime pas. Voilà. Ça, c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'il faut forcément, et d'une manière générale, vous le verrez, je le redirai tout le temps, on ne peut pas faire les choses sur un coin de table dans notre coin. Ça n'est pas possible. On travaille avec les gens parce qu'ils ont une expertise de leur quotidien. Ils savent ce qui marche, ils savent ce qui ne marche pas, donc ils nous aideront à aller plus vite, à aller mieux et à éviter de dépenser l'argent dans n'importe quel sens. Donc, en l'occurrence, les médecins et d'une manière générale tous les professionnels de la santé, nous les rencontrons, nous organisons un petit déjeuner, nous organisons un moment où on peut échanger sur toutes leurs problématiques de liaison avec la ville. L'urbanisme, par exemple, au hasard. Il y a un certain nombre de dispositifs qui existent déjà en matière de santé qui ne sont pas forcément suffisamment activés. Là, vous savez qu'à l'hôpital, il y a le C3S. Il y a aussi, quand vous appelez le 15, le service d'accès aux soins qui vous permet d'avoir accès à un généraliste. Et puis après, vous avez les maisons médicales de garde. Mathieu Arisa, par exemple, il a 2 heures par jour, volontaires, où il fait des consultations d'urgence qui lui sont envoyées par le 15. Voilà. Donc tous les médecins ne le font pas. Mais est-ce qu'on a travaillé avec eux? Comment est-ce qu'on a mis en place cette solution-là? Bon, voilà, il y a plein de choses qui sont à discuter. Et dernier petit point, alors j'évoquais de manière liminaire la question de l'urbanisme, mais c'est une problématique comme une autre. Enfin, tous les commerçants, nous-mêmes habitants, on y a déjà été mis. Il y a tout un tas de tracasseries. Voilà. Et alors, lorsqu'on parle avec Catherine de la qualité de la relation entre la ville et les usagers, ça passe par là aussi. Voilà. Donc, les médecins, si on veut les faire venir, on balaye devant eux. Voilà. On enlève toutes les difficultés. Eux, comme les entreprises, etc., etc. Voilà. Donc, la qualité de cette relation, elle est essentielle. Troisième grand projet d'investissement, et je vais t'appeler Denis. Dès 2008, moi j'avais pensé, et on est d'accord, et tu nous l'as rappelé, donc la cathédrale et le château royal. Pardon. Bonsoir, Denis Loyer, 70 ans, retraité, et à Senlis depuis 38 ans dans le quartier de Villevert. Et j'ai eu l'occasion de travailler sur le patrimoine en 2011 et 2012 dans l'équipe de l'Oiseleur. Bien que de nombreuses ventes donc, aient été réalisées au cours des dernières années, le patrimoine foncier et immobilier de la ville de Senlis reste très important. Mais de nombreux biens sont peu fonctionnels et leur entretien est souvent insuffisant. Il y a donc nécessité de réagir rapidement. Vivons bien Senlis est particulièrement sensible et attentif à la qualité exceptionnelle de son patrimoine historique. Dans le passé, Mathieu, et moi-même avons été en charge du patrimoine et nous avons acquis une solide expérience dans ce domaine.
À titre d'exemple, nous avons réalisé les études préalables en vue de la restauration et de la mise en valeur du Château Royal et de l'espace Saint-Pierre. Nous avons monté le dossier de consultation des entreprises pour la restauration de l'espace Saint-Pierre. Nous avons réalisé la restauration du musée d'art et d'archéologie, de la galerie Renaissance et la mise en place de la nouvelle muséographie. Nous avons également réalisé l'inspection et la purge de la tour sud de la cathédrale, dévégétalisé l'ensemble de l'édifice et remis en état les clés pendantes au droit de la cuve baptismale. Il reste encore beaucoup de choses à faire, bien sûr, sur la cathédrale. Nous avons également participé à la remise en état des remparts Bellevue et du bastion de la rue de Meaux. Donc tout ça, de gros chantiers dont nous avons eu l'un ou l'autre la responsabilité. En tant qu'élus, notre devoir est d'entretenir le patrimoine exceptionnel et unique de la ville de Senlis, de le restaurer si besoin et de le mettre en valeur et surtout le transmettre aux générations futures, en tenant compte bien évidemment de l'évolution de la société et des modes de vie. Le Château Royal, pour lequel Pascal donc a mené dès 2009 les premières études préalables à sa restauration, et la cathédrale, tous deux monuments emblématiques de Senlis, auront notre priorité. Ils s'inscrivent dans un projet beaucoup plus global pour construire une image de marque forte de la ville de Senlis et pour le tourisme, un tourisme de qualité en y associant la population. Nos grandes actions au-delà du Château Royal et de la cathédrale seront de réaliser un inventaire exhaustif et détaillé du patrimoine de la ville, selon des recommandations qui sont maintenant un peu anciennes de la Chambre régionale des comptes, qui nous permettront également d'optimiser leur affectation en fonction des utilisés. Ce sont des points qui sont assez récurrents, qui viennent très régulièrement. Nous envisageons également la création de la commission locale de sites patrimonial remarquables de Senlis, car dans toute ville où il y a un secteur sauvegardé, le code de l'urbanisme prévoit, le code du patrimoine, pardon, prévoit qu'il y ait ce type de commission. Ça n'existe pas à Senlis, c'est désolant, c'est regrettable. Ça prouve que ça nous amène à au dernier engagement, qui est celui de la révision du PSMV, le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé, qui ne l'a jamais été. Donc aujourd'hui, le centre-ville de Senlis, le secteur sauvegardé, est régi en matière d'urbanisme par des règles qui datent de plus de 60 ans. Elles sont bien évidemment complètement dépassées. La ville n'est plus la même, les matériaux de construction ne sont plus les mêmes, les méthodes de construction en matière de bâtiments ne sont plus les mêmes. Il y a lieu de modifier tout cela. C'est un chantier extrêmement long, extrêmement lourd, d'où un engagement dans cette démarche, mais il faut considérer que ça prendra plus d'une mandature, plus de 6 ans, pour arriver à bout de ce chantier. Mais ça me semble absolument indispensable pour une vie sereine, équilibrée au centre-ville de Senlis. Mais au quotidien, il faut aussi penser à cela. Pour prévenir toutes les dégradations, nous organiserons un contrôle systématique des toitures, des chenaux, des gouttières, ce qui n'est pas forcément fait. Et également, nous vérifierons, nous engagerons à dévégétaliser les bâtiments de la ville, annuellement lorsqu'ils sont accessibles, ou tous les 2 à 4 ans, pour les parties les moins accessibles du bâti, qui nécessitent à ce moment-là des cordistes ou une nacelle. Voilà le gros chantier que nous envisageons pour cette ville riche en patrimoine. Merci. Alors, j'ajoute que le patrimoine historique, monumental, c'est pas qu'un décor, hein. C'est un facteur d'attraction, c'est un facteur d'identité, c'est une image de marque. Là, on fait du marketing territorial. On attire les gens aussi. On remet Senlis sur la carte de France. Alors, passer du patrimoine monumental à la culture. S'il te plaît, Hugues. Ah, mais vous êtes très nombreux. Bonsoir à tous, je m'appelle Hugues Frachon, j'ai 52 ans, j'habite à Senlis avec mon épouse depuis 20 ans. Nous avons élevé à Senlis 5 enfants, il y en a un qui est ici ce soir. Et les 3 dernières sont d'ailleurs nées à Senlis. Je suis chef d'entreprise, je dirige depuis 20 ans une société que j'ai rachetée,
qui travaillent dans le monde de la culture, vous allez voir. On est les spécialistes français du rideau de théâtre. Vous voyez, ça s'invente pas. Mais ça occupe quand même 45 personnes, donc ça fait vivre 45 familles en Seine-Saint-Denis, sur la Côte d'Azur et en Bulgarie. Voilà. Alors, oui, Pascal, tu m'excuses, mais je ne vais pas t'appeler Pascal parce que ce prénom est un peu ambigu. Alors, quand Mathieu m'a demandé de la rejoindre, je lui ai dit « Ok, très bien, mais alors sur des questions plutôt de culture. » Voilà. Alors, avec toute l'équipe, on a réfléchi à pas mal d'actions. Alors, on va synthétiser en 3 points, mais on aurait pu en mettre beaucoup plus. Le premier point, c'est l'éducation culturelle et artistique. Alors, l'offre existe déjà, très sincèrement. On ne va pas dire qu'on va réinventer l'eau tiède, ça existe, il y a beaucoup de choses. Simplement, on constate qu'il y a quelques trous dans la raquette. Par exemple, moi, j'aime beaucoup le théâtre. Je fais partie des Tréteaux Saint-Riol avec certains membres qui sont ici. Je trouve que la formation au théâtre est assez faible aujourd'hui à Senlis. Donc, j'aimerais vraiment beaucoup qu'on puisse intensifier ça pour proposer cet art à beaucoup plus d'élèves, parce qu'on sait que le théâtre, ça fait du bien à tout le monde. On sait que c'est bon pour l'intégration. On sait que c'est bon pour l'épanouissement personnel, etc. Il y a un deuxième trou dans la raquette, c'est que je trouve que j'étais hier, d'ailleurs, on était plusieurs au concert du Nouvel An, là, Nouvel An le 1er février, mais voilà, au quartier Ordener. Et il y avait vraiment un magnifique concert de bonne tenue, je trouve, avec vraiment un livret magnifique, des artistes formidables, etc. Mais je trouvais qu'au niveau de l'intégration, c'était un peu faible. Voilà, pour être clair, je ne suis pas certain que tous les nouveaux habitants de Senlis depuis quelques années là, soient très au courant de tout ce que la ville propose. Et il me semble que dans la continuité de tout ce que mes collègues ont dit juste avant, pour une question d'intégration, pour une question de vivre ensemble, puisque vous l'avez cité tout à l'heure, eh bien, il me semble qu'il faudrait faire un petit peu mieux et faire savoir à tout le monde que l'offre d'enseignement artistique existe. Deuxième point, nous aimerions, en toute simplicité, augmenter le niveau de culture générale de nos jeunes. Alors vous voyez que c'est quand même toujours très en rapport avec les jeunes, mais évidemment, on n'oublie pas les autres. Voilà. Alors, pourquoi augmenter le niveau de culture ? Je trouve que c'est dingue d'habiter dans notre ville et de ne pas la quitter, alors soit si on la quitte en fin de troisième ou en fin de terminale, peu importe, mais qu'on ne puisse pas la quitter sans savoir qui est notre panthéon à nous, voilà, nos grands hommes à nous. Alors évidemment, on doit savoir qui est Saint-Riol, on doit savoir qui est Hugues Capet, on doit savoir qui est Anne de Kiev, etc. Et puis on doit savoir dans d'autres domaines qui est Thomas Couture. Je vois qu'il y a des amis des musées là, mais Thomas Couture, Séraphine Louis. Et puis plus récemment, ou de façon peut-être un peu plus fun pour les jeunes, des artistes au cinéma qui ont foulé nos pavés. Vous savez que depuis 100 ans, enfin pas depuis 100 ans, pardon, mais depuis que le cinéma existe, une centaine de films ont été tournés chez nous. Donc on peut parler d'Yves Montand, alors qui est malheureusement décédé à Senlis, mais de Louis de Funès, que tout le monde connaît et qui a tourné au moins 2 films, voire 3 à Senlis. Plus récemment, François Civil, qui a dû signer je ne sais pas combien d'autographes auprès des jeunes filles senlisiennes quand il a tourné Les Trois Mousquetaires. Ça, c'est le panthéon. Alors, ils ne sont pas tous morts, hein, mais ça, c'est le panthéon de Senlis. Et il me semble qu'on ne doit pas quitter Senlis sans savoir qui sont ces gens-là, qui sont Thomas Couture, qui sont Séraphine Louis, qui sont tous ceux que je connais, que j'ai pas cités et qui arriveront plus tard. Et pardon, Sting, exactement. C'est une très bonne. Voilà, Sting a vécu 6 ans chez nous. Ça pourrait être 6 mois, pardon. Ça pourrait être l'occasion d'en parler dans les écoles. Alors, pardon. Ouais, peu importe. Bon, alors concrètement, comment est-ce qu'on fait ? Parce que ça peut être que des mots, mais nous souhaiterions mettre en œuvre quelque chose qu'on pourrait appeler un parcours culturel, qui pourrait être un support digital ou pas, hein, ça dépendra des âges, et qui permettra à chaque élève de s'auto-évaluer et de se former, et à la fin, un peu comme le projet Voltaire, pour ceux qui connaissent en mathématiques, et à la fin en français, pardon, et à la fin de pouvoir obtenir une certification, une espèce de label, voilà, cher jeune homme ou chère jeune fille, vous avez obtenu la certification Senlis, et vous allez pouvoir le mettre sur votre CV, en parler à un entretien d'embauche, faire peut-être la différence lors d'un entretien aux grandes écoles, enfin voilà, que sais-je. Donc ça, c'est la partie culture générale. Et alors, en s'appuyant sur quoi ? En s'appuyant sur un patrimoine fou qu'on vient de décrire, sur un trésor énorme. Et moi, je trouve, très sincèrement, comme recruteur, je vais vous donner une petite anecdote rapide. À chaque fois que je reçois un candidat, je regarde son CV, il y a toujours son adresse. Bon. Eh bien, il est très rare qu'un candidat sache qui est la personne qui a donné le nom à son adresse. Bon, voilà.
Moi, je trouve que c'est quelque chose de pas normal. C'est-à-dire qu'on doit s'ouvrir à ce qui est proche de nous, on doit faire preuve de curiosité. Et j'espère qu'avec cette mesure du parcours culturel, eh bien, on obtiendra ce résultat. Le troisième point, tu étais déjà passé celui-là, celui d'après, ouais, d'accord. Bon, je vais vite. Alors, le troisième point, je voudrais qu'on assume un peu plus notre statut de ville de cinéma. Aujourd'hui, je trouve que les Senlisiens sont un peu grincheux quand il y a des tournages, alors que franchement, alors évidemment, ça crée quelques contraintes, mais franchement, c'est une chance pour la ville. Et j'aimerais qu'on réconcilie un petit peu Senlis et le monde du cinéma, en accueillant mieux les productions, en les accueillant dignement, en impliquant les commerçants dans leur accueil, en les forçant un peu, ces productions, à venir nous présenter en avant-première, parce que c'est une forme de restitution. Ils nous embêtent un peu, il faut bien le dire. Mais alors, la restitution, ce sera que nous, on aura le droit en avant-première de voir leur film, par exemple, en accord avec le cinéma, s'ils sont d'accord pour nous suivre sur ce domaine-là. Et on peut aller encore plus loin, c'est-à-dire que je connais quelques écoles à Paris, notamment la FEMIS, je crois qu'ils ont besoin de pousser un peu les murs. Est-ce qu'on ne pourrait pas les faire venir à Senlis en disant, bah, tiens, créez une de vos options chez nous de façon permanente? Est-ce que, par exemple, on ne pourrait pas être le lieu où les jeunes impétrants du monde de cinéma se forment au tournage en plein air ou au tournage en ville? Voilà, que sais-je. Et puis, alors pour finir, et toujours dans ce domaine du cinéma, il me semble qu'il manque un gros événement. Alors on aurait pu choisir un autre thème que le cinéma. Il se trouve qu'il me semble qu'on a beaucoup de cartes à jouer dans ce domaine-là, donc c'est celui-ci que nous choisissons. On pourrait créer un événement annuel d'une portée nationale dans un premier temps, mais qui pourrait dépasser cette portée-là, qui serait de faire venir pendant l'été, pendant une dizaine de jours, tout un tas de jeunes qui viendraient se former au métier du cinéma. Alors la journée, vous ne les verriez pas, ils seraient dans des salles ou dans des lieux de tournage, etc. Et le soir, ce serait l'occasion de projections. Alors soit des projections au cinéma, soit des projections aux arènes, si on a le droit de le faire et qu'on arrive à l'installer. Mais que, vous voyez, c'est ce qu'on appelle un festival académie. C'est-à-dire que c'est à la fois, on se forme et on profite du résultat final en revoyant ensemble des grands films qui, pourquoi pas, ont été tournés à Senlis d'ailleurs, ou d'autres. Voilà, donc ça c'est une inspiration qui vient d'un de mes clients, qui est la ville de Châteauroux. Châteauroux, c'est 40 000 habitants à peu près, qui organise depuis les années 50 un festival de ce type-là, auquel assistent 600 jeunes et moins jeunes d'ailleurs. C'est dans le monde de la danse, hein, donc on vient se former pendant 10 jours à la danse avec des grands chorégraphes, et le soir, il y a un spectacle dans toutes les salles de la ville de danse. Voilà. Votez Mathieu. Merci Hugues. Alors, vous l'avez peut-être compris, on aura une attention particulière aux jeunes. Une petite vidéo qu'on a fait tourner. On ne peut pas ne pas considérer aujourd'hui qu'il y a un danger majeur quand même avec les écrans. Et il faut apporter du contenu, il faut apporter des propositions aux jeunes. Alors Eugénie, s'il te plaît. Donc vous l'avez compris, hein, Joël y pourvoira, Hugues y pourvoira et Eugénie aussi. Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Alves Eugénie. Je suis senlisienne, je suis depuis 30 ans au Val-d'Honnête et 6 ans au quartier de Villevert. Maman de 2 enfants qui sont nés à Senlis, qui vont à l'école à Senlis, donc maternelle, primaire, collège et bientôt lycée. Donc pourquoi les écoles ? Ça me concerne plus particulièrement, mes enfants sont encore en plein dedans, mes neveux sont aussi dedans. J'ai été parent d'élèves pendant 10 ans, je suis toujours parent d'élèves. Ouais. Vous pouvez demander à l'école Anne de Kiev. Mais voilà, parents d'élèves un petit peu intrusifs dans l'école, on va dire ça. Voilà, 5 jours par semaine. Même le mercredi, quand les enseignants ne sont pas là, j'étais dans l'école pour décorer l'école. Donc, une coordination de l'ensemble des écoles. Pourquoi ? Parce que j'ai rencontré que quand on faisait des challenges sportifs, les maîtresses ne se connaissent pas les unes les autres. Pourtant, les écoles se rencontrent, on fait des challenges, on participe des événements ensemble. On passe une journée ensemble, on pique-nique et tout le monde est dans son coin. Les enseignants ne se connaissent pas, les élèves ne se connaissent pas. On est dans la même ville. Il faut partager. Bienveillance, partage. Lutte contre l'envahissement des écrans, c'est d'actualité. On voit des enfants arriver en maternelle qui ont l'écran dans les mains. Je préférais qu'ils aient un livre. Voilà, je pense que tout le monde est d'accord. Aller à la bibliothèque, échanger, partager. Si on est dans l'écran, on ne peut pas partager. Donc, on va proposer des solutions alternatives à ça.
C'est pour ça que je vais travailler beaucoup avec Joël et Hugues sur la culture. Il y a des enfants qui ne connaissent pas le théâtre. Il y a des enfants qui ne connaissent pas la forêt. Ils connaissent que la ville, la pelouse devant chez eux. Moi, je les ai vus par expérience. On a été sur la voie verte. À part sortir du sentier, c'est compliqué. De reconnaître un arbre, de savoir le fruit de l'arbre, c'est pas connu. Attribution aux écoles d'un budget permettant aux enseignants de monter des projets de qualité. Alors ça, c'est simple aussi. J'étais à l'école par expérience. Une photocopie couleur pour des enfants qui ont des difficultés, c'est important. Non, les enseignants sont limités en nombre de copies, c'est uniquement du noir et blanc. Pour faire des activités manuelles, ils ont très peu de budget. Souvent, c'est l'enseignant qui met de sa poche. Moi, je ne veux pas que ça arrive. Je veux les aider, je veux participer. Pascal veut participer. On veut monter des projets et on les aidera. Création d'une cuisine centrale. Alors là, on va travailler avec Françoise. Il y a besoin. À l'heure d'aujourd'hui, ils ont des plateaux repas qui viennent pour la plupart. Ils ne mangent pas forcément. Voilà, j'ai échangé avec des enfants, pas qu'avec les parents. J'ai questionné les enfants. T'as mangé quoi à la cantine? Ça fait 15 jours que je fais le tour des écoles. T'as mangé quoi à la cantine? C'était bon? T'as tout mangé? On rencontre des difficultés. Pour avoir fait les commissions de menu, je peux vous assurer, pour avoir goûté des échantillons, je vous invite à faire les prochaines commissions de menu. Il n'y a pas de souci. Non, voilà. Manger, savoir ce qu'on mange et que ça soit plus près. Et peut-être plus accessible aussi aux parents qui ont un aléa. À l'heure d'aujourd'hui, quand on a un aléa du jour au lendemain, on ne peut pas manger à la cantine. Votre enfant n'est pas inscrit, on vous dit non, désolé, il n'était pas inscrit depuis une semaine. On ne peut pas prévoir qu'on va à l'hôpital demain. Intégration des écoles au plan pluriannuel des investissements. Il faut faire un bilan. Beaucoup d'écoles sont dégradées. Aujourd'hui, une classe de l'école Anne de Kiev, le plafond est tombé sur la tête, les enfants ont dû évacuer la classe. Je suis désolée, ça ne doit pas arriver. Les fuites, c'est récurrent dans toutes les écoles, aussi bien de l'extérieur que l'intérieur. Il faut faire un bilan, il faut aider. Encore une fois, le 50-50, le 50, ça marche très bien. Moi, en étant parent d'élèves, donc il y a 4 ans en arrière, d'une primaire, des parents me disent « On veut aider à peindre le couloir ». Bon, pas de souci, conseil de classe, proposition. On demande si on peut peindre le couloir. Les parents sont là, les enfants voulaient participer. Non, vous n'avez pas droit, c'est l'école de la mairie. La mairie interviendra. Résultat, le couloir a été peint au bout de 4 ans. Bon. 50-50, la mairie fournit pourquoi pas la peinture. Une équipe de parents, d'élèves et d'élus, on retrousse les manches et on y va. Je pense qu'il y a des petites choses qu'on peut intervenir. Voilà, je repasse la parole à Pascal. Merci Eugénie. Alors, PPI, plan pluriannuel des investissements. On a parlé pas mal de dépenses là. Maintenant, il faut qu'on parle de comment nous allons financer tout ça. Alors Bertrand Dubreuil, qui est quelque part ici, qui est un de nos colistiers, a une expression, bon, elle est peut-être un peu exagérée, mais il dit que nous sommes assis sur un tas d'or. Mais c'est pas très loin. En fait, aujourd'hui, on dépense extrêmement mal l'argent sur cette ville. Et surtout, vous ne savez pas comment il est dépensé. Alors, on le dépense mal. Vous savez que l'État en France a une manie qui est quand même assez intéressante. On se compare. Et notamment, on compare un certain nombre de chiffres de la ville de Senlis par rapport à des villes de taille comparable. Et vous voyez, sur les charges de personnel, 903 € par habitant sur Senlis par an, 744 sur notre strate. Strate, ça veut dire qu'on est sur la même taille. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça veut dire qu'on a beaucoup d'agents, mais au-delà d'avoir des agents, c'est pas forcément d'en avoir beaucoup. Vous avez vu qu'on a exprimé un certain nombre de besoins. On a besoin de compétences. Mais ce qu'il faut, c'est que les agents ils soient pleinement mobilisés sur le terrain. Ça veut dire qu'il faut qu'ils aient travaillé pour accueillir le public bien. Voilà, c'est pas quand vous vous présentez, vous avez l'air d'un délinquant. Non, je suis un usager, je suis un citoyen de cette ville, j'ai besoin de vous, vous proposez un service public, vous êtes le service public. Bon. Les agents doivent être partie prenante de notre projet. On doit les mobiliser. On doit les intéresser. On doit les respecter. C'est eux les premiers experts du terrain. Quand vous leur dites de faire 1 fois, 2 fois, 3 fois une chose, le lendemain c'est le contraire, etc., à la fin ils ne travaillent plus. Hein. Donc, premièrement, une vraie politique de ressources humaines qui permette de mobiliser toutes les ressources dont nous disposons aujourd'hui. Le cas échéant, on forme les gens.
On forme les gens au service des espaces verts, peut-être pour après aller emmener les gamins dans la forêt. Donc ça, c'est des choses que les entreprises connaissent par cœur. Vous êtes une PME de 300 salariés, mais vous avez une politique de ressources humaines dynamique. Comment se fait-il qu'à la ville de Senlis, 300 salariés, même plus en fait, ils sont 370, 300 ETP, 300 équivalents temps plein, un peu plus. Comment se fait-il que nous n'ayons pas une politique de ressources humaines à la hauteur de ce qui se trouve dans les entreprises? Alors, de ce point de vue-là, c'est à peu près la même chose dans toutes les collectivités. Moi, quand je demande les fiches de poste des agents, je ne les ai jamais. Fiches de poste, c'est ce que vous avez à faire. Et c'est aussi ce sur quoi on va faire votre entretien annuel. Quels sont les objectifs que vous avez eus? Ont-ils été satisfaits? Avez-vous eu des difficultés? Lesquelles? Est-ce qu'on peut réorienter? Comment est-ce qu'on améliore, etc. Bref, il y a là un enjeu majeur pour la ville de Senlis. Budget, en gros, 30 millions, 13 millions, un peu plus même, 14, c'est la masse salariale. On doit y travailler et en tout état de cause, à minima, que l'ensemble des agents servent les projets de la ville. Mais il y a d'autres chiffres qui sont assez édifiants. Alors vous voyez les impôts locaux, hein, ce n'est pas à vous que je vais apprendre. 887 par rapport à 675. Vous avez compris que ça fait très 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 longtemps qu'on n'investit pas pour entretenir le patrimoine de la ville. Hein, les écoles de Kiev, ça tombe, le patrimoine monumental, pareil. On ne peut pas s'engager sur baisser les impôts. En revanche, on s'engage sur ne pas les augmenter. Il y a des marges de manœuvre. Et je vais vous en donner quelques-unes. Évolution des frais de fonctionnement. Il y a sans doute quelque chose à travailler là. Donc on voit, il y a eu certaines baisses, notamment dans cette période-là. Denis, je crois que c'était toi. Voilà, lorsque Denis est arrivé en 2011 à la ville de Senlis, il a travaillé de manière massive sur les économies. Ben, vous voyez, ça marche direct, non? Il n'y a pas de service des achats dans la ville. Moi, à un moment, j'ai eu l'occasion de connaître le prix d'une fenêtre pour rénover Saint-Père-à-Vie. Je suis tombée par terre. Hein. Je connais les prix du bâtiment. Hein. À un moment, ce n'est pas possible quand même. Hein. J'ai travaillé, je me suis formée à la fin de l'année dernière avec le directeur des achats de la communauté de la métropole de Toulouse. Il a fait faire des économies monumentales. Hein. Le président lui a dit maintenant ils sont une équipe de 4 et ils remboursent très très largement au-delà de leur salaire. Donc ça, pareil, c'est une fonction qui existe dans les entreprises. Elle existe dans les collectivités. Ben, il faut qu'on l'ait. Dernier sujet, ce ne sera pas très, très visible peut-être pour vous. C'est un document qui vient de la ville de Senlis. C'était le débat d'orientation budgétaire pour l'année 2025. Alors, il y a 2-3 choses qui sont assez édifiantes. Ça, c'est le plan pluriannuel des investissements de la ville de Senlis tel qu'il existe aujourd'hui. Vous noterez qu'au titre des écoles, alors que les difficultés d'Anne de Kiev ne datent pas d'hier, il n'y a pas Anne de Kiev. Mais surtout, vous verrez quelque chose qui est assez remarquable. Donc, c'est en milliers d'euros. Hein. Il y a une petite ligne là qui est diffus, sous-total des opérations structurantes, okay, et ensuite vous avez diffus. Diffus, total 2023, 8 millions. Diffus 2024, 4 millions 2. Diffus, etc. Les chiffres sont énormes. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces monuments, enfin ces millions? Il n'est pas normal. Lorsque Catherine vous dit « Vous devez avoir toutes les informations », ce tableau-là, ce n'est pas des informations. Il en manque considérablement. Moi, je veux savoir ce qu'il y a derrière le diffus. Alors peut-être que si je vais regarder la M14, qui est le budget, je vais peut-être les trouver, bien sûr, mais ce n'est pas admissible. On n'a pas à passer 2 fois Polytechnique, à faire, etc., pour comprendre les chiffres de la ville. On doit vous les donner simplement. Ce document-là, il est quand même extrêmement précieux. Moi, je l'ai construit pour un certain nombre de mes clients, notamment pour l'agglomération de Créteil, territoire du Grand Paris. Le président voulait construire son PPI sur 2 mandats. On a fait la liste de tous les projets. On a étalé les dépenses. On a regardé quelles étaient les économies attendues par ces investissements sur le fonctionnement. Et oui, vous rénovez un gymnase, il vous coûte tant en électricité, en gaz, etc. Vous le rénovez, ben, il vous coûte moins. On a mis en face toutes les recettes et on est allé chercher des recettes majeures à chaque fois. Quand on présente un PPI qui est bien structuré, on sait aller chercher tout ça. Et puis, ce n'est pas sur 5 ans. Moi, quand j'achète ma maison, c'est sur 15-20 ans. Quand on rénove une cathédrale, ce n'est pas sur 5 ans. Donc tout ça, ça doit être bien plus long. Évidemment. Donc il y a des outils de pilotage aujourd'hui qui sont totalement défaillants sur la ville de Senlis. Je n'ai strictement aucun doute sur le fait que
nanti d'un service des achats qui tienne la route, nanti de critères d'évaluation de toutes les actions qui sont menées et d'un regard très, 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 très affûté sur l'ensemble de nos dépenses, nous arrivions à trouver de quoi financer tous les investissements qu'on a à consentir. On ne fera peut-être pas tout dans ce mandat. Peut-être qu'il faudra aller un tout petit peu plus loin. Mais en tout cas, on aura engagé quelque chose qui, pour vous, est transparent, que vous aurez éventuellement décidé. Toutes les opérations structurantes, vous pourrez participer à la prise de décision. Vous aurez les informations, vous déciderez. Et tous ces investissements, ils devront concourir à ce que la ville, elle relève, elle soit capable de s'adapter et que vivre ici dans 20 ans, dans 25 ans, dans 30 ans, eh ben, ça soit aussi confortable qu'aujourd'hui. Voilà. Écoutez, je vous remercie. On va passer aux questions si vous le voulez. On n'a pas abordé absolument tous les sujets, mais on en a déjà balayé pas mal et j'avais peur qu'on finisse par vous lasser. Voilà, merci. Alors, Isabelle peut vous donner un micro si vous avez des questions à poser. Et puis en fonction des questions, eh ben, on fera. Mes colistiers ou moi-même vous répondrons. Bonsoir Pascal. Bonsoir Monsieur Canal. J'ai entendu des voix dans Senlis, nous disent 10 ans, le Vermandois, il faut s'en débarrasser. Quel est votre avis? Alors, l'hôtel du Vermandois... Tadénique, il faut poser la question peut-être. Pour les personnes qui n'ont pas entendu dans le fond, Philippe a dit le Vermandois, faut-il s'en débarrasser? Alors il y a plein de bruit qui court dans Senlis. C'est un bruit qui court dans Senlis. Non, évidemment que non. Bah, c'est quand même un exemple unique d'architecture civile de cette époque. Enfin, bien sûr que non, bien sûr que non. En revanche, il y a une question, je l'ai dit à propos du vélodrome. Le vélodrome, il fait partie de l'histoire de Senlis, le réhabiliter, ok, très bien. Alors on regardera combien ça coûte, hein, parce qu'il faut trouver de la place dans tout ça, vous déciderez. Mais surtout, qu'en fait-on? Pourquoi le réhabiliter? Qu'est-ce qu'on en fait? Et combien ça va coûter? Vous n'êtes pas clairvoyant si vous ne savez pas combien coûte en investissement, mais surtout combien coûte en fonctionnement. Vous avez vu toutes les économies qu'on doit faire? Donc le Vermandois, bah, bien sûr, non. Et puis on s'assurera qu'il ne tombe pas. Hein, ça fait partie de l'audit de tous les bâtiments de la ville. En revanche, le restaurer tout de suite, on ne saura pas, sauf à imaginer d'autres solutions. Sauf à trouver un mécène extrêmement généreux. On ira les chercher. Hein. On ira les chercher. Ils ne viennent pas dans n'importe quelles conditions, hein, ces gens-là. On pourra y revenir. Mais voilà. Donc non. Bonsoir madame, merci pour cet exposé vaste. Un des premiers points que vous avez mis en exergue est relatif à l'exemplarité. Et c'est quand même quelque chose de tellement fondamental de nos jours, car il y a, c'est indéniable, un découplage très fort entre les élus et les citoyens. Absolument. Aujourd'hui, pour tout un tas de professions, on voit ça régulièrement dans la presse, pour tout un tas de professions, il faut produire par exemple un casier judiciaire vierge. À ce sujet, pouvez-vous affirmer que du côté de votre équipe, c'est le cas? Absolument, je suis formelle. Je n'irai pas plus loin, je pense que tout le monde voit de quoi il s'agit. Et une question complémentaire, comment se passera la relation avec les citoyens relativement à l'évolution des plans d'occupation des sols? Car à l'heure actuelle, il y a parfois des questions qui sont posées auxquelles on ne trouve en général de la part des édiles ou de leurs collaborateurs pas de réponse. Alors vous évoquez la question du PLU, du PLU, du plan local d'urbanisme. C'est un document stratégique, c'est un document politique et stratégique sur l'avenir de la ville. Il y a eu des réunions publiques auxquelles j'ai assisté. Très honnêtement, on ne vous a pas dit ce qui allait se passer dans cette ville. Donc tout ça, ça doit vous être présenté, mais comme le reste, de manière lisible et intelligible. C'est quoi une zone N, c'est quoi une zone A, c'est quoi une zone UA, etc., etc., etc. Et qu'est-ce que ça recouvre derrière? Voilà. Et donc ça, il faut que vous puissiez l'abonder. Donc certains d'entre vous peut-être ont fait des remarques, moi j'en ai fait.
J'en ai pas fait 80 000 parce que ça sert à rien. J'en ai fait 3 qui étaient extrêmement structurantes. Que se passe-t-il sur le secteur des portes de Senlis, sachant que Barbery utilise les mêmes routes, que le fait de mettre des camions, il y en a déjà beaucoup, ça va encore abîmer la chaussée, etc. etc. Donc voilà, des dimensions un peu stratégiques. Eh bien, ça, comme le reste, c'est une décision structurante. Donc, la ville y travaille, vous donne les informations de manière transparente via sa plateforme à la mairie, dans les maisons de quartier, pour ceux qui ont besoin de médiation et d'être expliqués. Et on décide. On décide sur les orientations ensemble. Vous décidez. Et si 100% de la population décide, vous avez vu que le conseil municipal, il s'est effacé, on est en démocratie directe. Bon, on n'y est pas encore. Ça vous convient? Quelqu'un d'autre? Madame? Ah, pardon, je n'avais pas vu. Bonsoir. Moi, c'est au sujet de la police municipale. Oui. Je voudrais savoir quel est votre positionnement sur le désarmement de la police municipale. Alors, le désarmement de la police municipale. Écoutez, dans cette matière comme dans plein d'autres, et notamment en sécurité, c'est un peu trop sérieux pour qu'on raconte n'importe quoi. Avoir une police municipale armée, ça a des implications très très fortes. Moi, je pense que ce sujet, il se travaille à la fois avec les policiers municipaux eux-mêmes. Donc, il y a une loi qui est en débat, qui va passer au Sénat très très prochainement pour augmenter les prérogatives de la police municipale. Moi, je crois que ça se discute de manière très très ouverte, très très franche avec les policiers municipaux, avec les forces de gendarmerie, avec le tribunal, et que s'il y a lieu, si ça leur paraît nécessaire, si conjointement on s'est mis d'accord sur le fait que la situation le nécessitait, pourquoi pas? Mais en tout cas, à Senlis, c'est du cas par cas. Je ne suis pas sûre que ça soit aujourd'hui absolument nécessaire. La majorité des appels pour la police municipale, ce sont des désordres intrafamiliaux. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de trafic de drogue, etc., etc. Je dis que la majorité des interventions aujourd'hui, elles ont trait à des violences intrafamiliales. Je ne suis pas bien sûre qu'il y ait besoin absolument d'une arme pour faire ça. Et surtout, encore une fois, je pense que la prévention, l'information, la présence terrain, elle est bien plus importante que de se trimballer avec quelque chose à la ceinture. Mais je ne l'exclus pas, on en discute. Bonsoir, merci beaucoup pour cet exposé très clair. Je voudrais savoir si vous proposez des mesures pour renforcer l'attractivité de la ville sur le plan hôtelier, sur le plan des commerçants, sur le plan des entreprises qui sont pourvoyeurs d'emplois pour les Senlisiens, mais aussi certainement de ressources pour la ville. Absolument, ça fait partie des points que je n'ai pas développés ici. Alors, je l'avais développé dans des vidéos. Et alors, d'une manière générale, mon mari a fait pas mal de développement économique. J'ai été à bonne école, il m'a expliqué tout ça. Le développement économique, c'est le plus solide. Il est endogène. Il utilise ce qu'il y a déjà sur le territoire. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous avons une image. Alors, il faut la redorer, il faut, etc., etc. Mais nous avons cette image qui est absolument déterminante dont il faut se saisir. Marketing territorial. Est-ce que nous avons des locaux pour accueillir des entreprises? Là, ça commence à se corser. Les locaux, les seuls qu'il nous reste aujourd'hui, les plus déterminants, ils se trouvent au quartier ordinaire. Et alors ça tombe bien parce qu'ils se prêtent à un développement économique qui est cohérent avec l'image de la ville, qui a trait au métier de l'art et du patrimoine, de l'artisanat d'art. Donc finalement, que Senlis développe une compétence particulière dans ce domaine, devienne une sorte de cluster sur cet aspect-là, me semble parfaitement pertinent. J'ajoute qu'aujourd'hui, au lycée Amiot-Dainville, il y a un campus des métiers d'art. En tout cas, il y a une antenne des métiers d'art et du patrimoine. Donc là aussi, on est dans la logique de se saisir de ce qui existe déjà pour en faire quelque chose. Et en dernier ressort, peut-être que vous savez, la région des Hauts-de-France est assez investie, notamment dans le cadre d'un programme qui s'appelle REV 3, Troisième Révolution industrielle, avec la mise en place d'un certain nombre de nouveaux matériaux et d'une dynamique évidemment de transition écologique, mais surtout ces nouveaux matériaux, la paille, le chanvre, le miscanthus, etc., etc. Voilà, il y a tout un tas de savoir-faire et de filières aujourd'hui qui doivent se mettre en place.
Denis parlait tout à l'heure de la révision du PSMV, du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Pardonnez-moi, je finis par buter. Et à vous dire, tous ces nouveaux matériaux, on pourrait imaginer de les utiliser. Bref, ce sont des filières entières à construire qui ont trait au patrimoine, qui sont portées par des entreprises de petites unités qui se satisfont des locaux dont nous disposons aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a là quelque chose à faire. Vous avez évoqué la question des commerçants et de la problématique hôtelière. Évidemment, bien sûr. À partir du moment où on a replacé Senlis sur la carte de France, où on a demandé à François Civil de faire un petit truc sympa sur Senlis, parce que quand même, il a été vachement bien reçu, comme les rois de France venaient à l'époque. Senlis, villégiature des rois de France. Bon, bah, François Civil, pareil. Eh bien, il va causer de nous. On va faire connaître Senlis. Le développement hôtelier, à partir du moment où Senlis est connu, eh ben, il est forcément plus porté. Il y a un besoin, il y a un réel besoin. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment d'offres hôtelières. Et à partir du moment où vous créez du flux, eh ben, vous satisfaisez les commerçants, alors au moins du centre-ville. Je reviendrai après sur les commerçants de quartier. Commerçants du centre-ville, voilà, un apport de touristes, forcément. Donc il faudra qu'on le cadre de sorte que ça ne soit pas envahissant, mais c'est tout à fait possible. Sans compter que Senlis, finalement, son centre-ville, aujourd'hui, il permet une expérience très particulière. On a encore à peu près tous les commerces, même si aujourd'hui, il y en a certains qui sont en difficulté et qui ont fermé. Donc on a vraiment un centre-ville qui tient la route et on vit une expérience à Senlis. La majorité de nos visiteurs, ils sont de la région parisienne, mais pas que. On peut imaginer qu'il y en a qui viennent de Roissy aussi. En tout état de cause, il y a là quelque chose à faire sur le développement touristique. Quant aux commerces de quartier qui sont indispensables pour les personnes qui vivent là, il y a une offre de proximité qui est absolument nécessaire, notamment pour les personnes âgées qui ne vont pas en centre-ville parce que c'est difficile. Ce n'est pas forcément très très loin, mais les pavés, ce n'est pas possible. Le fait de mettre les maisons de quartier, parce qu'elles génèrent du flux, parce qu'elles génèrent de la vie, là aujourd'hui, quand on va dans les quartiers, c'est saisissant. Hein. Il n'y a pas grand monde dans la rue. Hein. Les gens, ils ne sont pas dans la rue. Hein. Ils sont dans les appartements, ils ne sortent plus. Il n'y a plus d'espace commun. Ah bah donc forcément, vous n'allez pas faire vos courses, quoi. Donc le fait de remettre des maisons de quartier, de réimplanter une ville comme ça, je suis à peu près persuadée que ça permettra de générer aussi une attractivité des commerces. Voilà. J'étais un petit peu longue. D'accord, merci. Bonsoir. Voilà, je fais partie du 3e âge, comme vous en doutez. Et je vais à la maison des loisirs. Donc, oui. Surprise, les activités à la maison des loisirs sont au 1er étage. Or, bon, moi ça va, je me déplace facilement. Mais j'ai vu plus d'une fois des personnes, y compris avec 2 cannes, tenant la rampe pour monter, parce qu'il n'y a que des escaliers, pour aller au 1er étage. Est-ce que lorsqu'il y aura une réorganisation de cette zone, il ne serait pas possible d'avoir un ascenseur, par exemple? Je pense même qu'on peut faire mieux que ça. Oui, absolument, oui, bien non, sûr. Mais non, mais la maison des loisirs, elle fait évidemment partie de l'ensemble du complexe. Voilà. Donc elle sera réhabilitée au même titre que le reste. Donc elle fera l'objet d'une étude approfondie. On regardera ce qu'on peut en faire. On vous montrera tout ça. Et on l'inscrira évidemment dans le plan pluriannuel des investissements. C'est important. Oui, Absolument. parce qu'en fait, on voit beaucoup de jeunes pour la musique, des activités. Oui. Mais il y a d'autres activités, Absolument. aussi bien même du sport, c'est 1er étage. Alors comment vous faites quand vous avez, je ne sais pas moi, 65 ans, 80 ans, voilà. Hein? Donc ça limite les inscriptions. Absolument. Et la participation. Absolument, mais il y a beaucoup de travail. Hein, donc tous ceux qui seront mobilisés. Tiens, j'ai pas parlé de Cédric. Excusez-moi, merci madame. J'ai pas parlé de Cédric. Cédric Deleyen, où es-tu? Ah, là-bas. Juste, Pascal, je fréquente la maison des loisirs parce que je fais du pilates là depuis 15 ans. Elle a été construite en 66, hein, la maison des loisirs. Donc c'est vrai qu'elle aurait besoin de... Non, rien n'a été fait, même pas les peintures. Elle est un bâtiment bien entretenu, c'est 50 ans. Alors oui, Cédric, voilà, simplement pour vous le présenter. Et monsieur avait demandé le... Voilà. Donc Cédric Deleyen, que certains connaissent peut-être et qui travaillera particulièrement sur les travaux de la ville. Voilà. Denis assurera l'inventaire du patrimoine. Absolument, tu vas venir te présenter, s'il te plaît. Voilà, Cédric qui nous arrive, il a fait un petit aller-retour sur le Pas-de-Calais aujourd'hui. Bonsoir à tous. Donc, je suis Cédric Deleyen, je suis né à Senlis, j'ai 3 enfants. J'ai ma société à Senlis, je suis dans le bâtiment.
Donc c'est tout naturellement que je vais mettre mon expérience et mon expertise, mes compétences, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, au service de la ville. J'ai l'habitude de travailler sur la ville. Je connais les failles, notamment des sols, des sous-sols de la ville, les effondrements qui s'y passent tous les ans. Donc, au-delà du fait de faire un audit de tout ce qui est visible, ce qu'on va faire, on va faire également un audit de tout ce qu'on ne voit pas. Donc, les canalisations, que ce soit d'eau usée ou de pluviale, qui sont la cause des effondrements qui se passent dans Senlis. Donc voilà, moi je vais m'occuper de tout ça et je serai disponible pour tout le monde. Voilà. Quand tu auras des questions. Merci Cédric. Vous nous avez rappelé qu'il y avait plus de 350 personnes de serviteurs de la commune. Nous avons tous l'expérience de difficultés avec l'urbanisme et avec bien d'autres services. Je vous ai senti très confiante sur la remotivation de ces équipes, mais vraiment, il y a des services, c'est lamentable, quoi. Oui. Oui. Que vous dire d'autre? On l'a tous vécu, absolument. Et c'est même pire que pire, parce que vous vous présentez habillé dans votre bonne volonté de bien faire, et puis vous vous faites traiter, c'est absolument épouvantable. Donc oui, évidemment. Alors, confiante, oui, sinon on n'engage pas le chantier. J'ai pas dit que ça se ferait en 3 secondes. J'ai pas dit que les inventaires que va mener Cédric se feront en 3 secondes, que toutes les rénovations... Voilà, donc non, ça prendra du temps, bien sûr. Il faut du courage, il faut de l'endurance, et je crois Catherine qui le disait tout à l'heure. Catherine, elle aura en charge particulièrement, mais sur la question des ressources humaines, j'ai d'autres colissiers, notamment une qui est à la montagne. Voilà. Et puis surtout, ça veut dire qu'il va falloir qu'on travaille avec les cadres de la ville, de manière très soutenue. Et si jamais vous m'élisez, on verra, pour structurer probablement de manière un peu différente l'encadrement aujourd'hui sur la ville de Senlis. Voilà. Une équipe qui est bien conduite, c'est déjà... voilà, ça commence par là. Merci de votre présentation, qui est extrêmement intéressante. Vous avez parlé de la réouverture des urgences de l'hôpital de Senlis. Je crois que ça ferait plaisir à beaucoup de Senlisiens. C'est un vieux problème qui a été beaucoup discuté. Il faut dire que les urgences, c'est un véritable fourre-tout où finalement, tout patient qui a moins de problèmes, aussi bien de rage dedans qu'un petit doigt blessé, se présente à l'hôpital. Or, oui. Ce problème des urgences de Senlis se heurte à une réalité de terrain qui fait qu'on ne peut pas, à 10 km d'intervalle, mettre 2 services d'urgence. Ça pose un problème financier énorme, ça pose un problème de personnel. Déjà, les urgences, c'est vraiment un vrai problème. Mais moi, j'ai été hospitalisé, j'ai été à l'hôpital de Senlis aux urgences. J'ai attendu 7 heures, mais j'ai été très bien soigné pour un problème important. Donc, il faut que les Senlisiens arrêtent de penser qu'il faut remettre un service d'urgence à l'hôpital de Senlis. Ça a été discuté par l'agence régionale d'hospitalisation depuis longtemps. Il y a eu beaucoup de réunions pour savoir comment on pouvait faire cohabiter l'hôpital de Senlis et l'hôpital de Creil avec une complémentarité. Donc ça ne sert à rien de vouloir ouvrir un service d'urgence à l'hôpital de Senlis. Voilà, j'ai terminé. Alors, bon, c'est pas un avis qui est partagé par beaucoup d'habitants qui attendent pour être rassurés d'avoir un service d'urgence sur la ville de Senlis. Lorsque j'en discute avec mes colistiers, notamment avec Mathieu, il me dit que le coût d'un passage aux urgences, d'une consultation aux urgences, lorsqu'on est sur un domaine qui aurait pu passer ailleurs, c'est 350 €. Voilà. De fait, la question financière, elle est importante. Pour autant, lorsque vous avez un problème grave, la manière dont est organisé aujourd'hui le SMUR vous fait perdre un temps qui peut être précieux. Donc des urgences, oui,
mais pas à la place de tout. Il y a aujourd'hui des vrais services qui permettent de répondre aux besoins des familles, aux besoins des personnes âgées, de consultation médicale. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est le C3S, c'est le SAS avec le 15, c'est les maisons médicales de garde. Et d'une manière générale, il nous faut des médecins. Ça commence par là. Qu'il n'y en ait pas aux urgences, qu'il n'y en ait pas en ville, il y en a nulle part. Aujourd'hui, on a un problème de démographie médicale sur Senlis. La plupart des praticiens, les médecins vont partir en retraite d'ici 5 ans. On a 5 ans pour non seulement les remplacer, mais en trouver d'autres. Bon, ben encore une fois, je n'ai pas de baguette magique, mais on travaille. Voilà. Donc, je partage ce que vous dites, c'est une question financière. En tout état de cause, le directeur de l'hôpital a annoncé la réouverture du service des urgences. C'est attendu par la population. C'est nécessaire pour des gens qui ont besoin d'une prise en charge très rapide, mais ça n'est pas un fourre-tout. Il faut éduquer les gens. Tiens, d'ailleurs, ça fait partie du travail que l'on pourrait faire avec les professionnels de santé, toujours dans cette logique de formation de nos jeunes. Il y a des choses qui sont très simples, des premières blessures que vous êtes tout à fait en capacité de diagnostiquer. Moi, ma mère, elle est infirmière. Bon, tu as de la fièvre, c'est pas grave. Tu as de la fièvre, tu as mal à la nuque, tu vas tout de suite aux urgences. Enfin, je veux dire, à un moment, on doit avoir des réflexes comme ça qui sont relativement simples et que l'on peut tout à fait apprendre dans le cadre d'un certain nombre d'ateliers sur la ville, par exemple. Je vous en prie. Oui, en tant que trésorier du comité de défense de l'hôpital de Senlis, je ne parlerai pas des urgences. Je voulais vous interroger sur un autre sujet. Senlis n'est pas seul, il vit seul, Absolument. Il vit dans une communauté de communes, il vit même dans un département. Quelle est votre position par rapport aux communautés de communes, à leur éventuel regroupement, à leur évolution, aux relations que vous pouvez entretenir avec vos collègues, vos futurs collègues des communautés de communes? Alors vous avez raison, Senlis n'est pas une île. Aujourd'hui, il n'y a plus un projet qui se fait seul. Je vous ai parlé tout à l'heure du centre de supervision urbaine. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui sont à penser à une échelle beaucoup plus large. Faire ensemble et partager les frais, c'est quand même extrêmement intéressant. À l'échelle de la communauté de communes, déjà, elle est quand même dysfonctionnelle. Elle l'a été. Elle s'améliore aujourd'hui, sous la pression de l'État. Qui considérait que nous étions des enfants gâtés, il fallait arrêter maintenant et qu'on travaille vraiment. Bon, il y a un certain nombre de projets qui sortent comme ça. Professionnellement, moi, je travaille et avec des communes et avec des intercommunalités. J'étais la semaine dernière, dans une communauté de communes de notre département, tout à l'ouest du département. Le président qui est là depuis X années, il me dit, moi, mon rêve, c'est que tout le monde se sente comme étant une entité ensemble. Quand je parle avec certains maires, l'idée, c'est d'avoir des projets communs. C'est-à-dire, on ne peut pas opposer la ville-centre et les villages, on vit tous ensemble. Les gens des villages viennent faire leurs courses à Senlis, les gamins ils viennent à Senlis, du coup ils poireautent le matin avant d'aller, etc., etc. Les interactions, elles sont tout le temps. On doit travailler avec la communauté de communes, on doit monter des projets. Ils sont foison. On pourrait parler de la culture, par exemple. On pourrait parler du patrimoine. Il y a le label Pays d'art et d'histoire. Comment il vit? Est-ce qu'on ne peut pas le réactiver? Il y a le PNR, il y a tout un tas d'unités comme ça que l'on peut travailler à une échelle supracommunale. Département, évidemment, c'est un partenaire financier, c'est un partenaire d'ingénierie, c'est un partenaire sur les questions sociales. On travaille avec lui. La région, j'évoquais tout à l'heure, nous sommes la porte d'entrée de la région. Qu'est-ce qu'il y a à l'agenda de la région? J'évoquais tout à l'heure REF 3. Voilà, si les Hauts-de-France veulent préempter cette image-là, allons-y, accompagnons-les, renforçons-les. Donc, d'une manière générale, et je l'ai déjà souligné tout à l'heure, on n'a jamais raison contre tous les autres. Ça n'est pas vrai. Raison tout seul dans son coin, vous n'êtes pas bien parti. Donc, de toute manière, on travaille avec tout le monde. Il n'y a pas un projet que je fasse où le département, la région et l'État sont autour de la table. Il n'y en a pas un que je fais. On travaille avec eux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Y a-t-il une dernière question? Parce que l'heure est bien avancée. Monsieur, voilà, ça sera la dernière question. Après, je vous promets, on ira boire un coup. Une petite pour la route. Au moment de la crise des Gilets jaunes, où quand même le pays a tangué pas mal, et qui démontrait quand même qu'il y avait énormément de mal-être et de difficultés dans ce pays,
une fois que tout fut calmé, que les gens furent renvoyés dans leur foyer, le président a trouvé une idée dans son chapeau qui était les cahiers de doléances. Et des quantités de citoyens se sont assis autour d'une table et ont rempli studieusement et sérieusement des quantités, je crois des milliers de pages. Ces cahiers de doléances, ensuite, ont été rapatriés vers Paris et ont été enterrés aux archives nationales, dont il ne serait pas sorti s'il n'y avait pas eu, par exemple, dans la plaine du Valois, un élu d'une petite commune, à savoir Roger Saint-Vincent, où cet élu a dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Des gens se sont exprimés dans une approche véritablement démocratique et on ne tiendrait pas compte de tout ce qui a été dit. Et donc, il a demandé à rouvrir les cahiers de doléances. Et il a monté une association et il a obtenu, après un travail d'arrache-pied, de récupérer des copies de ces cahiers de doléances. Et aujourd'hui, il y a petit à petit, au niveau micro-local, des choses qui se sont créées en interrelation avec d'autres communes un peu partout en France, d'ailleurs. Il y a eu des réunions très fécondes. Est-ce que vous imagineriez, par exemple, que ce genre de choses peut être des outils utiles pour créer du vivre ensemble, justement, et un sentiment d'appartenir à la même communauté? Et je fais exactement le même constat que vous. C'est-à-dire, d'une part, les gens, quand vous leur demandez sincèrement de participer, ils participent. Maintenant, je suis très en colère contre M. Macron, parce que M. Macron, il a fait les cahiers de doléances, ça a été enterré. Il a demandé aux gens de travailler, c'est les conventions citoyennes, sur tout un tas de sujets. Hein, les horaires des enfants, la transition, la fin de vie. Juré, il allait tout faire. Donc, quand vous mobilisez les gens, vous leur faites miroiter un certain nombre de choses. Et puis, il ne se passe rien. C'est-à-dire, quand vous faites simplement la première partie de la démocratie participative, allez-y, participez, mais vous ne déciderez pas. C'est trop sérieux, ça, c'est les élus. C'est pas possible. La seule chose qui vaille, si on veut recoudre, si on veut reconstruire un corps social qui soit réellement solidaire et qui soit en capacité de s'adapter à l'avenir, il faut partager la décision. Alors certains m'ont dit, oui, mais ça va prendre du temps. Si on le fait bien, si Catherine a bien bossé, si vous avez les informations simplement, ça ne prendra pas plus de temps. Par contre, tout le monde sera au courant et la décision, elle sera beaucoup plus solide. Et ça, je peux vous garantir que dans 15, 20, 25 ans, ça sera extrêmement précieux. Donc si on arrive à faire ça sur ça n'existe pas. Hein. Moi, ça fait 10 ans que je travaille sur ces questions de démocratie participative, que moi-même, je l'applique. Je vous ai évoqué tout à l'heure Lausanne-Gohelle. À Lausanne-Gohelle, ils font ça, le 50-50. Quand je pose la question au DGS, au directeur général des services, mais tu es au courant de ce que font tes gars? Non. Bon, par contre, on fait une fête une fois l'an et puis ils m'expliquent tout. Okay. 7000 habitants. Eh bien, ils ne sont pas encore jusqu'à la prise de décision partagée. Pourtant, le maire est quelqu'un de formidable, il a vraiment envie, etc. etc. Ils ne sont pas encore là. Si Senlis arrive à faire ça, on est exemplaire. Eh bien, moi, je pense que sur un territoire de 15 000 habitants, qui a des ressources financières certaines, qui a certes des difficultés sociales, mais beaucoup moins au regard d'un certain nombre d'autres communes, on peut arriver à inventer ça. Et en tout cas, toute mon équipe va travailler pour que l'on invente ça et pour que l'ensemble des projets structurants de cette ville, que l'avenir de la ville, il soit construit avec vous. On ne peut plus faire autrement aujourd'hui. Voilà. Écoutez, je vous remercie infiniment. Et je vous invite maintenant... J'ai 2 annonces, Pascal. Ah, pardon. Tu as beaucoup parlé, tu as dû oublier. Oui, j'ai oublié plein de monde. La permanence Vivons bien Senlis a ouvert place de la Halle en face des studios Bruno Cohen. Elle est ouverte depuis samedi. Donc nous vous y accueillerons tous les jours. Les horaires sont affichés sur la porte. Et deuxième annonce très importante, Pascal Mathiot sera en direct le 9 mars sur FR3 Picardie. C'est confirmé, Pascal ?
Alors absolument, mais j'ai plus l'horaire, elle a changé. Avec les 3 autres candidats, On vous le donc dira. qui seront les 4 candidats qui se présentent aux élections municipales de Senlis. Je crois savoir que c'est vers 19h, mais on vous précisera l'horaire dès qu'on aura confirmation de l'horaire. Voilà, bonne fin de soirée et un petit buffet vous attend. Voilà, et je m'excuse auprès de tous mes colistiers, je ne vous ai pas tous cités. Juste, si vous voulez bien venir me rejoindre sur la scène, pardonnez-moi, je m'emballe sur un certain nombre de sujets. Alors, vous en connaissez certains. Leurs noms vont défiler. Alors, on a préparé un petit truc. Merci à tous. Oui, alors fais attention Bertrand. Alors, je vais vous passer le micro, puis vous allez vous nommer, vous voulez bien? Eugénie Alves, quartier de Villevert. Cédric Delayen, chemin du Roi. Anne Carvenec, Les Arènes. Christelle Mercier, Briche B. Damien Cambé, Bigu, Centre-Ville. Fabien Thirier, La Bigu. Martine Fourmont, Briche Bay. Mathieu Ariza, Valdonnette. Sarah Inck, Villevert. André Romani-Agnès, Bon Secours. Lucien Gérardin, Villevert. Sébastien Jean-Marc, quartier Briche B. Françoise Balossier, La Gatelière. Hugues Frachon, Les Arènes. Bertrand Dubreuc-Pérus, Le Centre. Isabelle Aulin, Villevert. Daniel Carlier, à Rennes. André Tacone, Bon Secours. Denis Loyer, Villevert. Catherine Cardoën, Valdonnette. Sonia Eke, Villevert. Joël Bertinati, Bon Secours. J'étais le dernier. Et forcément, Pascal Mathieu. Merci infiniment. Voilà, certains sont manquants, vous les verrez en photo. Merci d'être venus et je vous invite à partager avec nous un petit verre. Merci beaucoup.